Bienvenue en Bretagne, à Romagné pour la 3e étape du 24 MX Tour. Avant de passer aux catégories élites qui vous intéressent tous, MX2 ou MX1, on va s'arrêter sur les jeunes avec les 125 et Stéphane Rubini qui a toujours la plaque rouge après 4 succès consécutifs de manche sur les 2 premières étapes. C'était à Sommières et Saint-Ibéry. Est-ce qu'il va confirmer? On va le voir tout de suite. On commence d'abord par découvrir cette piste de Romagné. Salut, c'est Seb Pourcel, mais écoutez, on va faire un petit tour de reconnaissance de la piste. Donc là, on passe à côté du départ. On a le premier virage à droite qui va être très difficile à négocier pour le départ. Là, une petite courbe à gauche, un petit plan de dévers. Le virage à droite, avoir une petite cassure en descente. Là, un beau virage relevé avant le gros saut d'arrivée. Un gros saut qui se prend à fond de 4 avec une petite réception qu'on voit pas trop sur la caméra. Suivi d'un virage à droite avec un double en descente. Voilà. Là, une belle cuvette avec un camel. Là, il y a vraiment pas mal d'ornières. Normalement, on va derrière la table, mais bon, là c'était le tour de chauffe. Là c'est pareil, un nouveau double en descente, suivi d'un double et 2 vagues. Là un camel vraiment très défoncé en course, il va falloir faire attention. Là un beau virage à droite avec de belles ornières qui se forment tout au long de la journée, donc ça va être très intéressant. Là un gros triple en descente, normalement. Là une belle table à double étage. Là, une partie très difficile du circuit, un peu monotrajectoire, là, avec ce gauche et ce droite en dévers. Il s'est fait un appui à l'extérieur, donc la plupart des pilotes passent ici. Là, un pain de sucre, suivi d'une belle table avec pas mal d'ornières dans la pelle. Et là, une nouvelle partie du circuit, je pense à revoir un petit peu avec un petit droite-gauche assez monotrajectoire, 2 vagues, et là, un double en descente difficile à négocier. Là, on arrive sur un camel, mais il y a vraiment beaucoup d'ornières, donc c'est très difficile à passer pour le moment. On arrivera à le passer quand ça sera neuf. On a vu un petit saut, une cassure en descente. Un beau virage à droite, là, c'est vraiment glissant ici. Là, il y a 2-3 ornières, mais au fur et à mesure de la journée, ça va se défoncer, ça va s'écarter, et là, on revient sur le départ. Deuxième du championnat junior à 16 longueurs du leader, Pierre Goupillon nous a accordé quelques minutes pour mieux le connaître. Alors, je m'appelle Pierre Goupillon, j'ai 17 ans, je viens de Bretagne, des Côtes d'Armor, à côté de Saint-Malo. Et mon motoclub c'est à MC Dinané, à côté de Dinan. J'ai commencé la moto à 6 ans, mais la compétition à 7 ans. Là, ici c'était ma première course en 50 cm3 en 2007. Donc j'avais fait 4e championnat de Bretagne. J'ai plutôt un pilotage coulé et technique. À côté, je bosse vachement le physique. Je vais courir, je fais de la piscine, du vélo. Je m'entretiens à côté. Je suis dans un second TCI dans un lycée professionnel, dans la chaudronnerie. Au cas où tu vas faire chaudronnier. Ouais, voilà, au cas où. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. À chaque fois, je pars en tête et je fais la moitié de la manche en tête, et à chaque fois, une erreur qui me coûte la victoire. Donc voilà, faudra travailler ça pendant la saison et espérer de gagner à la fin des manches, quoi. Qui tu voudrais ressembler par exemple? Je voudrais ressembler à Marlène Musquin parce que j'ai roulé un petit avec lui, donc ça serait bien de finir comme lui, donc voilà quoi. Plutôt les États-Unis que les GP. Ouais, je préférerais faire les États-Unis que les GP. Et à ton âge, là, on commence à y penser sérieusement. Là, faut commencer à voir là dans l'avenir et trouver un guidon pour aller là-bas, quoi. Qu'est-ce que tu mets en place justement pour tout ça? J'ai une équipe derrière moi qui me suit. Déjà, j'ai eu KTM cette année qui m'aide vachement, qui me donne 2 motos et un budget pièces. Donc ça, déjà, ça m'a vachement bien aidé.
Après, niveau moteur, préparation moteur, j'ai Patrice Adam et qui s'occupe aussi des suspensions. Donc j'ai une super bonne moto cette année. Tu me promets de belles choses ici? Ah oui, il va falloir que je promette des belles choses à mon public aussi, donc ça va être bien. En junior, certes, Rubini est un solide leader avec 4 victoires sur 4 manches depuis le début de la saison. Mais Pierre Goupillon, le breton, compte bien briller devant son public. Et nous avons Calvin Fonvieille à l'image. Julien Roussali fait le all shot devant Goupillon et le poleman et Calvin Fonvieille. Le leader du championnat est 4e et Goupillon n'attend pas bien longtemps pour prendre les commandes et s'envoler. Personne ne pourra jamais le rattraper. Derrière, Roussali est longtemps 2e, mais la fin de manche est absolument folle. C'est finalement Fonvieille qui va terminer 2e. Roussali est 3, Stubart Moreau est au pied du podium. Contre-performance de Rubini qui termine seulement 5e. À l'arrivée, Goupillon compte 30 secondes d'avance. En deuxième manche, c'est Pierre Goupillon qui part devant et il est talonné de très près par Rubini et Fonvieille. Malheureusement, il va chuter dans le deuxième tour. Et Rubini va en profiter pour se faufiler en tête, suivi comme son ombre par Fonvieille. Charlier est en 4e position, Stubart Moreau est 5. Le pilote Bud va abandonner sur problème mécanique 3 tours plus tard. Et pendant que Rubini prend de l'avance en tête, Pierre Goupillon tente de remonter au classement. Et alors qu'il est revenu 4e, il chute à nouveau, mais retrouve vite sa place en doublant Charlier. Et sur un excellent rythme, il reprend également le local de l'étape Julien Duhamel. Et alors qu'il revient presque au contact de Calvin Fonvieille, toujours 2e, il préfère ne pas prendre de risques. Goupillon assurera sa 3e place et très loin devant, Rubini accroche une 5e victoire de manche cette saison. Mais avec sa 5e place sur la première course, il laisse la victoire du jour à Goupillon. C'était compliqué de revenir parce que déjà j'étais dans un bon rythme et le fin de manche était plus compliqué, j'étais un peu fatigué. Donc j'ai pas voulu tenter le diable et me mettre au tas. Donc voilà, j'ai préféré assurer et marquer des gros points. Au championnat, Rubini est toujours bien installé en tête avec la plaque rouge, avec 12 points d'avance sur Goupillon et Fonvieille est 3e. Pour le tuto du jour, étant donné qu'il fait pas très beau, même si là on a de la chance, on a un rayon de soleil, on a choisi la préparation des masques. Attention, il y a du boulot. On a 2 pilotes qui vont nous expliquer ça. Arnaud, explique-moi. Alors là, dans la main, j'ai une paire de roll-off et une paire de tear-off. Donc la différence, le tear-off, c'est un film plastique qui vient se plaquer sur l'écran de la lunette. Il fait exactement le même gabarit et du coup, quand on a une projection de terre qui se plaque dessus, on a juste à tirer. Et comme ça nous dégage un bon champ de vision, donc complet avec la taille du carreau. C'est 7 tear-off collés sur un seul. Donc ça veut dire qu'ils sont très fins et avec une colle spéciale, ça nous permet de mettre on va dire, entre 14 et 21 tear-off. Le roll-off, lui, c'est un film plastique, donc une bobine qu'on vient tirer donc, de l'autre côté de la lunette avec l'aide d'une ficelle donc, et un petit moteur qui se trouve dans le roll-off. Et donc quand on tire, la bobine se déroule. Et la partie qui est pleine de terre, donc forcément rentre dans l'autre boîtier qui est à l'extrémité. On va dire bout liquide et pluie, ça sera le meilleur compromis, partir en roll-off. Moi je préfère rouler avec un tear-off parce que forcément quand on l'enlève, ça nous dégage toute la lunette. J'ai une préférence pour les tear-off, je roule rarement en roll-off. Si c'est une boue pareil qui colle sur le roll-off, en fait, avec la corde, elle risque de trop forcer et on risque à ce moment-là de casser le système. Le meilleur moment pour faire cette opération en course? Les sauts, j'imagine? Ouais, les sauts, après, ça dépend des pilotes. Il y en a qui préfèrent faire ça dans des courbes, dans des virages. Moi, je fais les 3/4 du temps dans les sauts. Après, ici, c'est quand même assez technique. Donc, il y a des virages assez lents où on peut se permettre de lâcher la main et profiter d'enlever un tear-off ou tirer à ce moment-là le roll-off.
Moi je dirais le saut parce que forcément c'est là où on perd moins de temps, quoi. Je sais qu'il y a des pilotes qui ont aussi des problèmes de buée. Ça c'est en fonction, il y en a qui suent beaucoup tout ça, donc il y en a même qui mettent des serviettes hygiéniques. Il y a pas mal de pilotes qui le font. Moi je ne suis pas au point pour en mettre, donc je roule avec mes mousses d'origine et j'ajoute rien du tout. Depuis toujours, c'est moi qui prépare mes lunettes. Et contrairement à certains pilotes qui se font préparer les lunettes, on va dire, moi c'est tout le temps moi qui les prépare. Ouais. Donc toujours le mécano, paire de gants et paire de lunettes d'avance toujours. On va s'intéresser aux élites avec tout d'abord les MX2 et surtout un petit jeune qui crée la surprise depuis le début de la saison. On ne le connaît pas, il s'appelle Nathanaël Bress. Il fait vraiment peur aux autres concurrents. À Saint-Thibéry, il avait même pris la pole position et en plus, il est là. Alors on ne te connaît pas, enchanté de voir ton visage. D'où tu viens, qui es-tu ? Je viens de Montélimar, je fais du motocross depuis que j'ai l'âge de 6 ans, mini-vert, junior, etc. Et j'ai 19 ans cette année, donc voilà. Et je participe au championnat d'élite et au championnat d'Europe. J'ai gagné le trophée KTM l'année dernière, et donc c'était une super expérience parce que j'ai pu gagner une moto et ça a bien aidé pour cette saison. On voit ça avec des super performances. Est-ce que tu t'attendais à te voir à ce niveau-là ? On a beaucoup travaillé cet hiver, donc on s'attendait à être devant, mais dès la première épreuve, j'ai fait le deuxième temps chrono, donc j'ai été un peu surpris. Et après, tout s'est enchaîné avec ma pole à Saint-Thibéry, des bonnes places à Sommières. Et si j'aurais pas cassé la moto à Saint-Thibéry, je serais dans le top 3, donc c'est cool. Il y a 2 semaines à Saint-Thibéry, c'était chaud avec Mathis et du coup il a remporté et ça serait bien de venir gagner ici. Ouais. Attention à Mathis Boiramé, parce qu'ici il est chez lui, toi tu viens du sud, tu aimes les conditions un petit peu bretonnes on va dire, pour pas dire pluvieuses. Ouais, j'aime bien quand la terre est bien humide comme ça. J'ai déjà fait l'Inter de Valence, j'étais très rapide, j'étais dans les chronos des pilotes GP, donc ouais j'aime bien ces conditions. Ouais. Merci Nathanaël. En tout cas les pilotes du MX2, méfiez-vous de lui, on va voir ça tout de suite avec les 2 manches du MX2. Bress a justement signé le 3e temps des essais chrono juste derrière David Herbreto et nous sommes en caméra embarquée sur la grille de départ avec le poleman Nico Dercourt sur cette première manche MX2. Et il part bien Dercourt, mais c'est Herbreto qui signe le all shot. À noter la chute de Tomado au premier virage. Le pilote Honda a occupé la 2e place provisoire au championnat de France. Herbreto, Dercourt, Boiramé, Richier et Sanaillé, c'est le quintet de tête jusqu'à la chute du leader après seulement quelques virages. Il s'accroche dans un saut avec Dercourt qui prend la tête sur cette action mais abîme son frein. Boiramé, le local de l'étape, revient comme une balle sur le leader. Il fait le forcing, Dercourt ennuyé avec sa mécanique finit par caler. Le Breton passe Saint-Ter et s'envole. Et Richier, quant à lui, s'empare de la 2e position pendant que Dercourt peine à repartir. À ce moment-là, et dans ces positions, le championnat MX2 est totalement relancé, tellement les écarts entre ces 3 pilotes sont petits. D'autant que Tomado ne remontera qu'à la 19e place dans cette première manche. On retrouve le pilote Bud en 3e position. Il met plusieurs tours à concrétiser ses attaques sur Richier, mais passe finalement dans le 9e tour. Et juste derrière eux, le jeune Maxime Renault est revenu au contact de Richier. Il va l'attaquer et le passer sans complexe pour arracher la 3e place de cette manche, dominée par Mathis Boiramé devant Dercourt. Départ douloureux pour le champion du monde junior en 2e manche. Maxime Renault s'est en effet cassé un doigt à la fin de la course précédente. Il va falloir serrer les dents. Le all shot en caméra embarquée de Nico Dercourt devant Aubin, Boiramé et Sanaillé. L'Américain est vite enfermé pendant que son coéquipier mène la danse.
Mais Mathis Boisramé ne le laisse pas filer et garde toujours une distance raisonnable avec son adversaire. Nous sommes dans le 9e tour et c'est là que le pilote Bud s'incline. Boisramé vire en tête, mais ces deux pilotes vont nous offrir un superbe spectacle jusqu'à la fin. Succession d'attaques, Dercourt ne va jamais abandonner sur les terres de Boisramé. Ils se retrouvent parfois à quelques centimètres l'un de l'autre, mais les deux jeunes pilotes ont surtout fait une belle démonstration de fair play et d'intelligence, sans jamais aller à la faute. Poussé par son public, qui scande son nom à chacun de ses passages, Mathis Boisramé repousse ses limites. Ces deux-là en font presque oublier ce qui se passe derrière eux et c'est Herbreteau qui arrache la 3e place à Arnaud Aubin en fin de manche. Quant aux deux hommes de tête, ils vont passer la ligne d'arrivée roue dans roue. Second succès de rang pour Boisramé et donc victoire de la journée sur son propre terrain. Une première historique car le club n'avait jamais eu de pilote vainqueur d'une manche élite à Romagné. Évidemment. C'était vraiment extraordinaire, le public et tout, voilà. Je l'entendais à chaque fois que je passais un virage, un saut, je l'entendais quand j'arrivais à l'arrivée, c'était un truc de malade, c'est même pas imaginable, donc c'était stop. Boisramé s'empare de la plaque rouge pour 2 petits points sur Dercourt et Florichier complète le podium provisoire MX2. La rencontre du jour dans ce programme, ça se passe au team Honda SR Moto Blues qui est managé par Joss Salfranck et on va rencontrer un pilote qu'on connaît bien déjà, il s'agit de Valentin Tellier, mais nous on va lui poser des petites questions un petit peu indiscrètes. Suivez-moi. Tu préfères les blondes ou les brunes? Ah ouais, en effet c'est des questions indiscrètes, j'opterais plus pour le brune quand même. Bon alors chien ou chat? Chien. Une musique, j'aime beaucoup le groupe Paraforcuva qui est pas forcément très connu. Une actrice? Eva Longoria. Mer ou montagne? Je dirais plutôt mer. Un regret? Un choix stratégique dans ma carrière en GP. Ta force? Ma technique. Ta faiblesse? Je pense que c'est plusieurs petites faiblesses, je pense pas avoir une grosse faiblesse. Pour toi, la plus belle victoire, elle serait comment? La plus belle victoire que je pourrais avoir, je pense que ce serait de tomber au départ et de remonter premier et éventuellement passer le premier dans le dernier virage, ce serait joli. Un peu comme Fèvre a fait sur Keroli. Exactement, ouais c'était joli. Valentin Tellier, c'était il y a une dizaine d'années l'un des grands espoirs du MX français. Malheureusement, les blessures ont souvent eu raison de ses ambitions internationales. Pour être honnête, ces blessures sont pas venues par hasard. C'était moi qui étais sur la moto et je pense que c'était pas un manque de chance, hein, c'est que comme je vous dis, j'ai fait sûrement peut-être des choix dans ma carrière qui étaient pas très bons et puis peut-être une préparation qui était pas assez bonne. De toute façon, je peux pas revenir en arrière, je sais pas ce que j'aurais pu faire, mais ceci dit, aujourd'hui, je suis content de ma situation et je suis content d'être dans une super équipe et je gagne ma vie, donc voilà, je me fais plaisir, je suis heureux dans ma vie actuelle. Est-ce que tu espères encore aller, pourquoi pas sur le mondial? C'est vrai que c'est encore dans un coin de ma tête. Si je retourne en GP, ça sera je veux vraiment être bien préparé et je veux faire quelque chose. Donc voilà, après éventuellement, là je vais faire le Grand Prix de France cette année, on va voir ce que ça donne. Et puis peut-être que dans une année future, éventuellement retourner en GP, ouais, ça serait sympa, ce serait un bon projet. Tu termines vice-champion l'année dernière, tu es actuellement 2e derrière Greg Aranda. J'imagine que ce que tu veux, toi, c'est la couronne à la fin. Je veux le titre, je me prépare pour ça, je donnerai le meilleur de moi-même. Si je fais 2e, ça sera que par exemple Aranda ou un autre pilote aura été meilleur. Moi, ce que je veux, c'est pas avoir de regrets, donc voilà, je fais le maximum. Je me prépare bien la semaine, je fais attention à mon hygiène de vie aussi. Et puis voilà, ça donnera le résultat que ça donnera. Mais je veux vraiment faire le maximum le jour des compétitions. Deuxième temps des essais chrono pour Tellier, derrière l'indétrônable Greg Aranda dans cet exercice. Mais au départ, le pilote de B va mal s'y prendre. Le all shot est signé Nico Aubin en caméra embarquée devant Valentin Tellier et Xavier Bogue. Aranda est enfermé. Le pilote Honda va passer à l'offensive au 3e virage. Il se met rapidement à l'abri.
en prenant une petite avance sur la concurrence. Xavier Bogue est un peu esselé en deuxième position. Derrière, Aranda, quatrième, tente de revenir sur Aubin. Et le pilote Suzuki finira par lâcher prise dans le troisième tour. Le pilote de B revient même au contact de Xavier Bogue pour le gain de la deuxième place, mais sans succès. La physionomie de la course ne bougera pas d'un poil. Valentin Tellier a compté pas loin de 20 secondes d'avance sur ses concurrents et malgré une petite chute à la fin, il a tenu. C'était clairement lui le plus fort sur cette première manche. Il gagne devant Bogue et Aranda. En deuxième manche, c'est Xavier Bogue qui signe le all shot devant Nico Aubin. S'accroche coûte que coûte, il se fait même une envolée spectaculaire sur le saut d'arrivée. Sans doute décontenancé par cette envolée audacieuse, Nico Aubin fait quelques erreurs qui lui coûtent 2 places dès le premier tour. Ça va profiter dans un premier temps à Pourcel. Puis Valentin Tellier qui va passer dans la descente pour s'emparer de la troisième place. Seb Pourcel va abandonner au bout de 13 tours, il s'est déboîté l'épaule. De son côté, Greg Aranda déroule à la troisième position sans jamais se montrer menaçant pour ses concurrents. On a connu le Gardois en meilleure forme cette saison. Tellier en deuxième position va tout tenter pour revenir sur Bogue, mais en vain. Comme la première manche, la course ne va pas changer. Bogue voulait réellement cette victoire après une édition 2015 ratée. Tellier lâchera prise au moment de composer avec les retardataires. Greg Aranda complète le podium de cette course et la journée est remportée par l'Alsacien du Team Bud Racing. Je prends une course après l'autre, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut que je gagne si je veux espérer conserver le titre. Mais bon, je ne me mets pas de la pression là-dessus, j'essaie vraiment de me faire plaisir parce que c'est le secret pour rouler devant. Aranda est toujours solide leader du championnat MX1 avec 13 longueurs d'avance sur Valentin Tellier. Voilà, c'en est terminé pour cette étape bretonne. Le 24 MX Tour retrouve le Sud à Castelnau-de-Lévis. Ce sera le 24 avril prochain. Ciao, ciao.